nous allons essayer de commencer notre travail. Il porte sur les chaînes de valeur. Donc, je pense que ceux qui sont là ont déjà remarqué que le premier panel nous a parlé de la ressource, la durabilité de la pêche. Donc, ils nous ont garanti que la ressource sera là de façon pérenne. Dans le panel 2, nous avons aussi, ils ont tranché déjà sur deux maillons importants des chaînes de valeur, c'est-à-dire les ports et la construction et la réparation navale. Aujourd'hui, nous allons essayer, ou vous allez essayer, d'évoquer les autres maillons importants des chaînes de valeur. Et vous connaissez tous l'importance des chaînes de valeur quand l'état de la ressource ne permet plus l'augmentation ou du nombre de bateaux ou la performance des bateaux et des personnels qui travaillent sur les bateaux. Ce sont trois aspects en général sur lesquels on peut jouer pour augmenter la production. Si la ressource maintenant est limitée, je pense que c'est le développement horizontal qui s'impose, celui des chaînes de valeur. Donc, sans tarder, et pour que nous puissions terminer et récupérer le retard, je donne la parole aux premiers interlocuteurs, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Ministre et Président de la Fédération nationale des pêches. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabiyyi al-karim. Salam alaikum. Moi, on m'a demandé de présenter des opportunités d'investissement dans le secteur des pêches maritimes. La première opportunité, c'est l'existence de la ressource. On en a parlé hier, le panel d'hier l'a développé. S'il n'y avait pas de ressources, il n'y aurait pas eu d'opportunité d'investissement. Heureusement, nous avons de la ressource. La Mauritanie est considérée comme l'une des côtes les plus poissonneuses du monde, pour des raisons techniques, physiques et environnementales sur lesquelles il n'est pas utile de revenir ici. En tout cas, retenez une chose, c'est que la Mauritanie produit à elle seule 25% de la production du continent africain de poissons de mer. Le continent africain produit 4 millions de tonnes par an de poissons de mer. La Mauritanie à elle seule en produit 1 million, c'est-à-dire 25%. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le premier producteur de poissons en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est une référence importante. Deuxièmement, c'est des ressources variées. L'un des intervenants hier a parlé de 600 espèces. En tout cas, il y a 300 espèces commercialisables qui sont recensées. C'est des espèces également qui sont riches en valeur commerciale. Pour certaines espèces comme les céphalopodes, les crustacés, les tonidés, etc. Et donc la base économique, la base biologique de l'investissement est là. Les opportunités d'investissement sont dans plusieurs domaines. D'abord dans les possibilités de croissance extensive des activités. On dit souvent, et le modérateur vient de le répéter, qu'on ne peut plus augmenter la production, etc. C'est relatif parce qu'il y a encore des possibilités d'extension, de croissance extensive des activités par l'émergence de nouvelles pêcheries. Il y a de nouvelles pêcheries, il y a des espèces qui n'ont jamais fait l'objet de pêcheries ciblées et c'est une opportunité d'investissement pour promouvoir de nouvelles pêcheries ciblant ces espèces-là, singulièrement les espèces pélagiques ou certaines espèces pélagiques. Deuxièmement, c'est la domestication des activités. Il y a beaucoup de flottilles dont l'activité n'est pas domiciliée en Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie, c'est vrai que c'est une puissance halieutique, il a beaucoup de poissons, mais ce n'est pas une nation maritime. Nous n'avons pas une civilisation maritime, donc nous n'avons pas de moyens de capture pour extraire le poisson qui est dans la mer. Et comme le disait hier le résident des PNUD, le poisson dans la mer, c'est une ressource, ce n'est pas un produit. C'est comme le minerai dans la montagne. Il faut sortir de la mer pour que ça soit un produit, pour que ça puisse servir l'économie nationale. Or, pour le sortir, il faut des moyens de capture. La Mauritanie n'a pas ces moyens de capture. C'est pourquoi elle a fait largement appel encore à des flottilles étrangères. La plupart de ces flottilles étrangères, leur activité n'est pas domiciliée en Mauritanie.
Donc leur production n'est pas domiciliée en Mauritanie. Les infrastructures ne suffisent pas, les installations, les capacités d'accueil à terre ne sont pas suffisantes. C'est relatif parce que ces 4 ou 5 dernières années, il y a eu un boom important des structures, des capacités d'accueil, aussi bien l'espace froid, la capacité de congélation que les capacités de stockage. Les infrastructures portuaires ont connu un développement avec le port de Tanit, dont le directeur était l'un des panélistes d'hier. Donc il y a également un progrès sur le plan des infrastructures. Il faut donc encourager la domiciliation des activités des flottilles. L'essentiel des projets d'investissement se situe dans la valorisation de la production elle-même, dans le développement donc des chaînes de valeur. Jusqu'à présent, la Mauritanie exporte des produits congelés, bruts, sans grande transformation. Et les économistes disent que nous exportons la valeur ajoutée. C'est-à-dire que la vraie valeur ajoutée se passe dans les pays d'importation. Parce qu'ils importent du poisson brut ici, c'est dans les marchés de destination qu'il est fileté, qu'il est transformé, qu'il est mis en conserve, etc. et qui passe dans les circuits de distribution. C'est donc une grande partie également de la valeur ajoutée qui nous échappe. Alors nous avons la possibilité de développer une industrie de transformation. C'est une capacité théorique, parce que jusqu'à présent, il y a des obstacles qui entravent le développement de cette industrie, en tout cas l'amélioration de sa ligne technologique de façon à s'orienter vers la transformation. C'est d'abord la disponibilité et surtout la compétitivité des facteurs de production. Nous taquinons la zone France pour dire qu'elle n'a pas encore amené suffisamment de flux d'investissement, mais nous savons pourquoi. C'est parce que les facteurs de production ne sont pas disponibles. On ne peut pas investir s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas l'assainissement, s'il n'y a pas les communications, s'il n'y a pas les facteurs de production. Ça, c'est un vrai obstacle au développement du secteur et au développement des chaînes de valeur. La volonté politique est là, des programmes sont là pour améliorer l'offre de facteurs de production, notamment l'électricité et l'eau. Il y a des programmes ambitieux qui sont en place. Pour l'électricité, c'est quasiment réalisé. Maintenant, l'électricité est disponible à Nouadhibou. C'est vrai qu'elle coûte encore cher, mais nous avons l'espoir que ces prix vont baisser avec les perspectives d'exploitation gazière et donc de production d'électricité à partir des gaz qui va être plus économique. L'eau, c'est également en cours avec le doublement de la conduite de Boulay Noir et surtout avec la vraie solution pérenne pour l'eau, aussi bien à Nouadhibou qu'à Nouakchott d'ailleurs, c'est le dessalement de l'eau de mer. C'est malheureux et c'est anormal que des villes qui sont sur une façade maritime soient encore exposées à des problèmes d'absence d'eau douce alors qu'il y a l'océan à côté et que le dessalement de l'eau de mer est aujourd'hui une technologie parfaitement maîtrisée et qui n'est plus trop coûteuse. On sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, que la première expérience de dessalement de l'eau de mer dans le monde a été faite à Nouakchott en 1972. Une petite unité de dessalement de mer qui a fonctionné, qui a assuré l'approvisionnement de la ville de Nouakchott à l'époque qui n'était pas très peuplée, jusqu'à la mise en place de la conduite d'Ini, et après ça a été abandonné. C'est une technologie aujourd'hui, c'est une technologie qui est totalement maîtrisée et qui n'est plus très coûteuse. Je peux vous donner des exemples. Loin, Sydney, qui est la première ville d'Australie, la capitale économique, est alimentée par dessalement d'eau de mer. Il n'y a pas une goutte d'eau douce à Sydney. C'est une ville de 5 millions d'habitants. C'est un centre économique de tout premier plan dans le monde. Et plus proche de nous, Alger, plusieurs villes sont alimentées. Donc, la volonté politique, les programmes sont en place pour alimenter les villes de Nouakchott, et de Nouadhibou d'abord et de Nouakchott ensuite à l'eau de mer, ce qui va résoudre les problèmes définitivement. Mais un système intérimaire pour Nouadhibou, c'est l'augmentation de la capacité de transit à partir de Boulay Noir
Parce qu'actuellement, il y a un déficit. Les besoins de la ville de Nouadhibou sont estimés à 35 000 mètres cubes par jour et la conduite actuelle ne peut faire passer que 23 000. Donc il y a un déficit structurel de 8 000 mètres cubes par jour. Et le ministère de l'Hydraulique et la SNDE sont en train de doubler la conduite pour résorber ça. Donc, sous peu, et déjà il y a une première expérience qui est en place, qui est en production, c'est l'usine de conserve de sardines de la société 3e du groupe Abbas qui est entrée en fonction l'année dernière, qui produit. Il y a d'autres projets qui sont dans les cartons. Et d'autres domaines peuvent être explorés. Il manque des capitaux pour le financement, parce que ce n'est un secret pour personne, et nous n'avons aucun complexe de le dire, que la Mauritanie est un pays pauvre, c'est une économie faiblement capitalisée. Et donc, pour réaliser des investissements, il faut des sources de financement. Et les sources de financement, notamment en ressources longues, à des coûts accessibles, n'existent pas. Il faut les chercher. Alors, le gouvernement, les opérateurs mobilisent les bailleurs de fonds, les sources de financement, surtout destinées au secteur privé, pour mettre en place des lignes de crédit. Parce que ça, c'est un vrai obstacle. Le poisson existe, le marché existe. Le marché mondial du poisson, ça aussi c'est important à savoir, n'a jamais connu la moindre récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a aucun produit qui n'ait connu des récessions, des méventes, des périodes de crise. Le poisson n'a jamais connu de méventes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour donner quelques chiffres, en 1950, le marché mondial du poisson manipulait 40 millions de tonnes. En 1980, c'est-à-dire 30 ans après, on est passé à 80 millions de tonnes. Ça a doublé en 30 ans. En l'an 2000, on est passé à 100 millions de tonnes. Et en 2020, on est passé à 200 millions de tonnes. Donc, depuis 1945, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le marché mondial du poisson enregistre une croissance moyenne pondérée de 2,5% par an. Et il n'y a jamais eu la moindre récession. Chaque gramme de poisson produit dans le monde est vendu ou consommé. Ce qui fait que c'est un marché porteur, c'est un marché rémunérateur et c'est un marché pérenne qui a tout l'avenir devant, parce que c'est des denrées alimentaires. Et l'alimentation de la population du globe est un enjeu majeur pour tous les gouvernements de la planète. Tous les gouvernements de la planète, c'est un enjeu majeur pour eux de garantir la sécurité alimentaire, la qualité de l'alimentation, etc. Et le poisson est un aliment sain. Le poisson n'est pas porteur de contamination. Il n'y a aucune maladie connue qui est transmise à l'homme par le poisson. Aucune. C'est le contraire de toutes les autres viandes. La viande bovine, par exemple, on connaît la peste bovine, on connaît la péripneumonie, on connaît la fièvre de la vallée du Rift, toutes sortes qui sont transmises par la viande bovine. La viande de poulet transmet le poulet à la dioxine, transmet la fièvre porcine, transmet la grippe aviaire, le porc transmet la fièvre porcine, et il n'y a aucune maladie connue qui est transmise à l'homme par le poisson. C'est donc vraiment alimentation saine. C'est une alimentation de qualité qui est unanimement recommandée par les médecins pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, qui est la maladie du siècle aujourd'hui, etc. C'est donc, il n'y a aucun risque de voir une production de poissons qui ne puisse pas être commercialisée. Il faut seulement respecter les normes sanitaires, il faut respecter les normes internationales, le meilleur moyen de produire du poisson, c'est de produire selon les spécifications du marché. C'est de ne pas produire du poisson comme ça, mais on le produit pour un marché. On connaît les spécifications du marché, on connaît les besoins du marché. Donc,
pour donner des idées de projets, les céphalopodes par exemple, les poulpes, les calamars, les sèches, sont des produits à espèce commerciale élevée. Les crustacés aussi, ils peuvent être transformés. On connaît maintenant les bâtonnets, les rondelles de poulpe, on connaît le blanc de sèche et de calamar, on connaît la crevette décortiquée, on connaît les queues de langouste, etc. Les démerceaux, c'est la même chose. Les démerceaux, ce sont des poissons charnus qui ont de la chair. Donc, ils peuvent être conditionnés en filet. Filet, c'est dans le sens de la longueur. Mais en darne aussi, on découpe le poisson dans le sens de la largeur. Surtout les poissons qui sont charnus, comme les mérous, les tchofs, les courbines, etc. On peut les découper dans le sens de la largeur. On appelle ça les darnes des merceaux. Les poissons qui sont très effilés, comme les sels, on fait des médaillons. Des médaillons des merceaux. Tout ça, c'est des produits. Et bien sûr, on les conserve, notamment pour les petits pélagiques et les tonidés. C'est également des produits très connus et très appréciés. Parce que dans les pays riches, il faut connaître la sociologie du marché aussi. Dans les pays riches, les ménages sont des couples salariés. Et il n'y a pas de domestique à la maison. Donc, ce sont les produits, comme on dit, micro-ondables qui sont recherchés. Des produits, des plats cuisinés qu'on passe juste au micro-ondes pour 1 ou 2 minutes qu'on peut manger. C'est ça qui correspond aujourd'hui à la demande dans les pays riches. Voilà. S'il y a des questions, on sera prêt à répondre. C'est en guise d'introduction. Merci. Merci. Je remercie doublement Son Excellence d'abord pour son intervention qui dénote et témoigne la compétence et l'expérience dans ce domaine des pêches. Deuxièmement, pour le fait qu'il a rappelé qu'il y a toujours des possibilités d'accroître la production, soit en valorisant de nouvelles espèces et surtout les espèces pour lesquelles déjà il y a génériquement on dit les espèces émergentes ou les pêcheries émergentes. Deuxièmement, il y a l'aquaculture. Et troisièmement, il y a la pêche continentale. Ce sont des domaines encore presque vierges et qui peuvent être vraiment valorisés en tant qu'alternative pour la diminution ou la rareté des stocks déjà traditionnellement exploités. Donc, nous allons passer à au deuxième intervenant. Salam alaikum wa rahmatullah. Shukran. Je suis honoré par ce choix pour présenter aujourd'hui dans ce panel ma vision sur le mode de financement des chaînes de valeur innovantes. Mais je vais faire un petit rappel avant de rentrer dans le sujet. Le secteur de la pêche, comme vous savez tous, joue un rôle crucial dans l'économie mauritanienne, contribuant significativement aux recettes budgétaires, entre 15 et 20%. Ce sont des chiffres importants pour savoir l'importance des financements qui peuvent être alloués ou les ressources élevées pour ce secteur très important pour l'économie nationale. Il contribue à la balance de paiement à environ 30%, à la création d'emplois, plus de 250 000 emplois directs et indirects, à la formation du PIB national de 7%. Mais malgré cette importance socio-économique, le secteur n'a pas pleinement exploité son potentiel, nécessitant une attention particulière et une politique de développement axée sur les activités à forte valeur ajoutée. Cette politique de développement doit résoudre plusieurs problèmes. Des problèmes déjà qui existent pour le secteur. Et l'instabilité, je vais citer un peu quelques-uns, l'instabilité et la multiplicité des régimes fiscaux. En effet, le système fiscal appliqué à ce secteur est lourd, il est complexe, il est particulièrement instable. Et pour tout financement et pour tout investissement, le plus important, c'est la stabilité du régime. Parce qu'on fait des études de faisabilité sur de longues durées, on fait un amortissement des investissements ciblés et
tout cela doit se faire dans une stabilité de régime qui permet d'arriver aux résultats escomptés. Et parmi les problèmes aussi du secteur actuel, et que le président de la Fédération nationale des pêches, fin connaisseur du secteur, vient de nous rassurer qu'ils vont être prochainement levés, c'est l'électricité. L'approvisionnement en électricité et en eau qui sont encore insuffisants et qui sont extrêmement chers. Et enfin, il y a l'absence de lignes de financement adéquates, appropriées à ce secteur. Et ce dernier point est bien sûr lié au sujet de l'intervention, le mode de financement des chaînes de valeur innovantes de la pêche. Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? Et quand est-ce qu'elle est innovante? Une chaîne de valeur est considérée innovante lorsqu'elle génère des avantages économiques compétitifs pour l'ensemble des intervenants de cette chaîne. En effet, le terme de financement des chaînes de valeur est un concept en pleine évolution. Il n'y a pas une définition très précise. C'est encore évolutif. Il renvoie aux différents mouvements de fonds vers une chaîne de valeur donnée et entre les différents maillons de cette chaîne. Ce mode de financement peut être interne, s'il intervient à l'intérieur de la chaîne de valeur. Par exemple, lorsqu'une usine de pêche accorde des financements en termes d'intrants ou en termes de matériel ou d'équipement à des usiniers, à des piroguiers, par exemple, qui traitent chez elles, c'est un mode de financement interne à la chaîne. Mais c'est un mode de financement important aussi. Lorsqu'un acheteur de produits halieutiques accorde une avance de fonds à un producteur avec lequel il est lié par un contrat d'achat, c'est un mode de financement. Mais c'est un mode de financement interne à la chaîne. Et ce type de financement est solidement établi dans le secteur de la pêche artisanale en Mauritanie. Et il constitue le socle d'ailleurs sur lequel cette pêcherie s'est appuyée et s'est développée. Il est particulièrement adapté au financement des marées et des fonds de roulement. Donc c'est limité, bien sûr. Et le deuxième sorte de financement, c'est le financement externe à la chaîne de valeur. Et c'est le plus répandu, bien sûr, et il est illustré par les prêts bancaires et par les financements de tout type de financement extérieur. Nous devons aujourd'hui savoir une chose, c'est que le temps des grandes quantités et des économies d'échelle est révolu. Car le poisson devient de plus en plus rare, malgré que la Mauritanie, comme l'a souligné M. le ministre, recèle d'énormes quantités encore inexploitables. On a un TAC très important qui n'est pas encore pleinement exploité. Mais cette ressource devient de plus en plus rare pour d'énormes facteurs internes et externes. Et l'état de nos ressources aujourd'hui appelle une gestion rationnelle et durable. Le secteur de pêche est invité donc à se diversifier, à s'orienter résolument vers la transformation, à chercher plus de compétitivité, à s'industrialiser davantage pour créer plus de valeur ajoutée et gagner plus de marché à l'export. Ce qui impliquera sans doute la création de nouvelles chaînes de valeur innovantes dont la mise en place et l'accompagnement nécessiteraient des appuis organisationnels d'abord et financiers ensuite. Et pour atteindre ces objectifs, la contribution très précieuse du rôle du système bancaire national n'est pas suffisant ou n'est plus suffisant. Bien qu'il joue un rôle prépondérant dans le développement de ce secteur, il demeure limité en termes d'accès aux ressources longues et à des taux compétitifs. Certes, des actions ont été réalisées dans ce sens. Et je vais citer ici deux exemples. La ligne FATES de 50 millions qui a été mise en place en 2017 et qui a été déléguée aux banques primaires pour financer le secteur des PME-PMI et dont la pêche a profité, a pris une bonne partie. Et celle de la KfW de 12 millions d'euros, en tout cas ce qui est la partie allouée au financement des chaînes de valeur, qui est en cours de négociation. Et cette ligne est beaucoup plus spécifique parce qu'elle vise pleinement les chaînes de valeur de la pêche, du secteur de la pêche. Mais le niveau de ces lignes reste très faible.
Et le développement du secteur, surtout des activités à plus forte valeur ajoutée, nécessite et demande beaucoup de moyens. L'industrie de la transformation, comme vous savez, de nos produits halieutiques requiert des investissements beaucoup plus importants et diversifiés, qui ne peuvent être effectués qu'à travers des lignes de financement appropriées. Et ici, je vais formuler un vœu. L'État et les opérateurs, je m'adresse à l'État et les opérateurs privés nationaux, sont alors vivement sollicités à travailler ensemble pour la mise en place d'un programme national d'aide à l'industrialisation du secteur. Des actions limitées ou des actions sporadiques ne sont pas la solution. Il faut que cela s'intègre dans un programme national, une prise de conscience que le développement du secteur passe par la valorisation de ces produits, par la transformation, par l'industrialisation, et cela ne peut se faire qu'avec une politique bien précise qui est illustrée par un programme national auquel est associé l'État et les acteurs privés, le système bancaire bien sûr, et toutes les institutions internationales, les donateurs et les bailleurs de fonds. Ce programme aura pour mission, entre autres, la recherche et la gestion des lignes de financement à long terme, qui soient dédiées exclusivement au financement des activités à plus forte valeur ajoutée. Il pourra également gérer, par délégation, les subventions que les donateurs bilatéraux et multilatéraux apportent au soutien de la promotion des chaînes de valeur associées aux exportations. Et ces programmes existent. Et pratiquement, chaque pays a ses programmes. L'Allemagne a ses programmes, l'Angleterre, les États-Unis, l'Union européenne. Et nous pouvons canaliser ces efforts dans un cadre de programme national pour booster, développer l'industrialisation du secteur de la pêche. Elle ne peut pas se faire par des actions séparées ou des actions individuelles. Il faut que tout le monde s'y invite et fasse l'objectif de la industrialisation du secteur pêche son but et son objectif premier. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers invités, chers intervenants, je vous salue. Je m'appelle Khaled Ebnou Abdem, je suis le directeur commercial de la banque El Amana. Une banque très dynamique sur le secteur de la pêche, mais aussi historique, de par sa présence et de par les différents financements qu'il a pu faire sur ce secteur pour arriver aujourd'hui à être parmi les leaders, sinon le leader sur tout ce qui est pêche artisanale. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant. En tout cas, c'est un sujet qui, je pense, va soulever beaucoup de questions ou va soulever beaucoup de pourquoi. Pourquoi pas? C'est le financement de la PME et de la PMI. Quand je parle de financement de la PME et de la PMI, je vais parler aussi de l'économie bleue. L'économie bleue, ce n'est pas seulement la pêche, c'est tout ce qui est attrait à l'océan. Quand je parle d'attrait à l'océan, tout ce qui est par exemple tourisme fait partie de l'économie bleue. Tout ce qui est restauration fait partie de l'économie bleue. Tout ce qui englobe de près ou un peu de loin l'océan, qui n'est pas seulement la pêche. Le transporteur, le revendeur qui est à côté de la plage, qui fait partie de l'économie de l'océan, sera cité. Je vais déjà commencer par le fait d'essayer, et je n'y arriverai pas, de définir la PME. En essayant et ne pas y arriver, c'est déjà preuve de pouvoir d'essayer de parler de la difficulté de la chose. La PME, donc je vais essayer de définir, même si je n'y arriverai pas ou j'arriverai difficilement de définir cette chose. Et ça prouve que ça a toujours été une difficulté de parler de la PME. Aujourd'hui, en Mauritanie, on a plusieurs définitions. La Banque centrale a sa définition, le ministère des Finances a sa définition, les statistiques ont leur définition. Chacun parle d'un chiffre d'affaires qui est différent de l'autre, d'une structure qui est différente de l'autre. Certaines institutions introduisent le fait que la PME ait une comptabilité ou pas. Et ce n'est pas une difficulté qui est seulement mauritanienne, c'est une difficulté qui est historique, où on va dans plusieurs pays, que plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été introduits pour pouvoir définir la PME.
On va parler d'un chiffre d'affaires qui va jusqu'à 50 millions d'EMRU. Certains parlent de 30 millions. Certains parlent obligatoirement d'avoir une comptabilité tenue, et d'autres pas. Donc, partant déjà du principe que mettre le doigt sur la PME, la définir strictement, est déjà ambigu. En Mauritanie, et ça a été historiquement ambigu ailleurs. Et je sais que parmi nos confrères, chacun adopte sa propre définition de la PME. C'est important parce que quand on parle de mon secteur, on alloue des ressources spécifiques pour chaque segment. Et si on alloue des segments à des ressources spécifiques à la PME, il va falloir bien savoir qui est PME ou qui n'est pas. Donc déjà, parlant du fait que définir la PME, c'est un peu difficile, je vais passer à autre chose. Je pense que c'est déjà une bonne introduction. Je vais dire que la PME est dynamique. Je ne veux pas revenir sur ce qu'ont introduit les intervenants comme étant acteurs majeurs, 40% du PIB, 25% des recettes, énormément de choses qui fait que c'est extrêmement important pour l'économie mauritanienne. Et quand je parle d'économie mauritanienne, c'est extrêmement important pour le secteur financier, c'est extrêmement important pour les banques, car c'est avec elles qu'elles font beaucoup de leurs chiffres. Et je vais parler d'un fait, je vais faire un parallèle qui est un peu, qui me paraît parlant, parce qu'on va me dire, monsieur le banquier, à chaque fois qu'on vient vous voir pour un financement, vous demandez une garantie pour la PME, c'est contradictoire. Je fais le parallèle avec la recherche d'emploi. Il y a aussi ce qu'on dit sur le premier emploi, que pour avoir son premier emploi, il faut avoir de l'expérience, et que pour avoir de l'expérience, il faut avoir son premier emploi. Et pourtant, les entreprises sont remplies de gens qui travaillent. Ce qui fait que c'est vrai, les entreprises cherchent de l'expérience, mais les entreprises sont remplies de gens qui travaillent et qui ont eu un premier emploi. C'est le cas aussi pour la PME et le financement de la PME. Il y a aujourd'hui plein de PME qui existent, et ces PME existent parce qu'elles ont été à un moment donné financées. Donc, évitons de dire que les PME n'ont pas accès au financement. Au contraire, toutes ces PME sont là grâce à des ressources. Maintenant, pour parler des ressources de financement des PME, c'est pas que la banque. Il n'y a pas que la banque qui finance. Les financements sont diversifiés. La première ressource de financement, c'est ce qu'on appelle, dans un jargon plus ou moins, en tout cas l'un de ces termes est assez familier, c'est les 3 F, Family, Friend and Fools, c'est-à-dire les gens qui sont un peu risqueurs et qui sont aventuriers. Je vais parler d'un cas concret. Moi, j'ai un projet en tête qui est rentable, qui veut être financé. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux gens qui seront intéressés par financer une entreprise qui est rentable. Si je trouve un financement auprès d'eux, tant mieux. Et je vais parler aussi d'un autre mode de financement qui est assez historique. En fait, quand on va parler de choses extrêmement tangibles, c'est l'un des principaux moyens de financement, c'est l'héritage. Et si je vois, par exemple, qu'en Europe, la richesse se transmet, l'héritage se transmet, l'entrepreneuriat se transmet. On parlera beaucoup des exceptions qui ont extrêmement réussi, mais si on voit la masse, on voit que c'est quelque chose qui se transmet, en bonne partie. Mais on va toujours voir les gens qui ne sont pas que la masse. Quand je dis la masse, ce n'est pas la masse écrasante, mais c'est une bonne partie de ce qui se transmet. Donc, passons maintenant du stade de family, de Fools and Friends. On va passer à un autre mode de financement qui malheureusement n'existe pas en Mauritanie. Mais on va dire que la nature est la horreur du vide. À chaque fois qu'il y a un vide, il y a quelque chose parallèle qui va se créer. Ce sont les fonds d'investissement. Ce sont les autres méthodes d'investissement qui, elles, sont là pour accompagner les institutions, les PME qui veulent se développer. Ailleurs, pas ici malheureusement, pas pour l'instant, mais rassurez-vous, je vois beaucoup de signes qui font que ces fonds d'investissement vont se développer. Notamment grâce au Startup Act qui est très avancé en Mauritanie, qui fera que des fonds d'investissement pourront, eux, être intéressés dans un cadre réglementaire structuré par accompagner certaines entreprises qui sont dans les fintech aujourd'hui, mais demain aussi dans d'autres secteurs.
Donc parlons des fonds d'investissement, de la finance participative, du crowdfunding qui sont ailleurs et qui fonctionnent et qui sont là pour accompagner des projets qui peut-être ne sont pas appétissants tout de suite pour la banque traditionnelle. Ces fonds d'investissement peuvent, et les principes sont différents. La banque accompagne un projet pour être remboursé. Ce qu'elle veut, c'est ça marche. Être remboursé, créer une relation durable avec une institution. Alors que les autres, la finance participative et d'autres méthodes de financement, ce qu'ils veulent, c'est participer au contrôle de la société. Je vois que vous avez un projet qui est extrêmement intéressant. Je suis convaincu qu'il va réussir, donc je participe avec vous, mais je prends une partie du contrôle de l'entreprise et je reste avec vous jusqu'au moment où je décide de vendre ou de rester. Donc il y a le contrôle de l'entreprise se dilue un peu. Alors que la banque, elle vous dit vous me remboursez, je ne rentre pas du tout dans votre gestion, l'entreprise elle reste à vous, vous vous développez, espérant que vous allez demain être une grande entreprise et que vous allez avoir le temps de développer vos activités sans que moi je puisse intervenir dans le contrôle de votre société. Donc, une fois qu'on a parlé de ces fonds d'investissement, il y a l'intervention de la banque. Où on va dire, il y a pas que ce ne sont pas que les fonds d'investissement, c'est, comme je dis, c'est un ensemble d'éléments qui sont aujourd'hui assez innovants dans les blockchains qui se font aujourd'hui par des crowdfunding et différents éléments. Maintenant, quand je parle de la banque, il est intéressant de dire qu'il y a un réel souci de communication. Quand je parle de communication, aussi bien de la banque que du client. On se cherche. La banque cherche des bonnes PME, les PME cherchent les banques. Il est vrai que les garanties sont demandées. Il est vrai que les garanties sont exigées par les banques, mais encore une fois, si je parle de communication, c'est que si on a des projets qui sont extrêmement fiables, je reviens au parallèle que j'ai fait avec l'emploi. La banque va l'écouter, va essayer autant que possible de l'accompagner et elle le fait sur des cas extrêmement concrets. Donc la garantie est nécessaire, la communication du client, la communication du projet, la structuration du projet, elle, peut atténuer de manière significative cet élément qui est la garantie. Je vais passer à un autre élément qui est important aussi, en passant du fait que quand je parle de communication, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers sa banque avec ses éléments financiers assez près, avec ces éléments qui peuvent inciter la banque à dire le fameux « OK, je vous accompagne ». On a souvent des clients qui viennent et nous disent « Écoute, cher banquier, moi je veux développer une activité assez… الوقت s'il vous plaît. Okay. Assez intéressante, mais je n'ai pas d'expérience. C'est un non. Maintenant, pour essayer de conclure, je vais vous parler de cas concrets qui ont été traités à la Banque Lamana, à la BEA. La BEA est une banque qui est venue sur le secteur de la pêche et qui n'était pas du tout leader, qui était loin d'être leader, qui était loin d'avoir un pied ferme sur le secteur de la pêche artisanale. Elle a accompagné des jeunes qui étaient à la première échelle de ce secteur. Et ces jeunes sont aujourd'hui une grande fierté de la banque, et pour eux, la banque est une grande fierté. Partant de simples marailleurs, de pêcheurs, qui aujourd'hui sont les principaux acteurs de pêche, parmi les principaux aussi acteurs de pêche, de congélation, d'exportation mauritanienne, et qui sont extrêmement fidèles à cette banque qui les a accompagnés petits, les voir grandir de manière significative aujourd'hui. C'est un élément sur lequel je pense qu'en voyant ces expériences de financement, encourage d'autres personnes à aller à l'avant dans la recherche de financement auprès des banques. Je vous remercie infiniment et j'incite tout le monde à aller vers la banque. Je remercie notre intervenant sur les banques et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi de le charger d'être notre ambassadeur de l'administration et des professeurs et des professionnels
au niveau de sa banque et des autres banques de la place. Parce que notre pays s'oriente vers l'industrialisation et elle a vraiment constaté le fait que toutes les productions sont presque exportées à l'état brut, que ce soit dans la pêche, dans les mines, dans l'agriculture, dans l'élevage et ainsi de suite. Et il y a cette dynamique nouvelle vers l'industrialisation et sérieusement nous devons avoir un système de financement qui va accompagner ces orientations. Je remercie également notre intervenant sur un exemple concret des PME. Et je crois que je ne suis pas économiste, je ne sais pas vraiment grand-chose sur les PME, mais je sais que c'est la base et que c'est l'évolution et le développement de ces PME qui va générer les autres niveaux de développement des entreprises. Enfin, je ورحب notre invité spécial, Dr Mohamed Ould-Barham, qui nous a rejoint un peu avec retard. Et je lui donne la parole s'il a quelque chose à ajouter par rapport aux intervenants précédents. Assalamu alaikum. Je m'appelle Mohamed Barham. Je suis le directeur de la coopération et la programmation au ministère de Pêche. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses pour ce retard, indépendant de ma volonté. Et je suis là non pas pour parler du secteur de la pêche de manière globale, mais plutôt pour parler d'un projet qui s'appelle Développement des chaînes de valeur et d'un emploi dans le secteur des pêches, qui est financé par la KfW, qui est une banque de développement allemande, donc la coopération financière allemande. Mais quand même, je voudrais juste peut-être dire quelques mots, ou présenter quand même le secteur de la pêche dans quelques chiffres. Comme vous le savez sans doute, le secteur des pêches est parmi les piliers de l'économie nationale, les plus importants. Nous avons un potentiel permissible d'environ 1 800 000 tonnes de produits qu'on peut extraire de manière durable. Et quand on sait que notre production annuelle est aux alentours de 1 million, donc c'est pour vous dire qu'il y a au moins 700 à 800 000 tonnes qui sont disponibles quand même pour un investissement, pour des investissements futurs. Le secteur des pêches est un pourvoyeur d'emplois. Actuellement, on estime les emplois directs à 66 000 emplois. Et selon certaines études, pour chaque emploi direct, il génère au moins 2 à 3 emplois indirects, ce qui fait qu'actuellement, on estime les emplois à 226 000 emplois. C'est un secteur aussi qui contribue dans le budget de l'État. Je vous donne aussi un exemple ou un chiffre important qui a été réalisé en 2022 par la SMCP, qui est la Société mauritanienne d'exportation des produits de la pêche, qui a réalisé des exportations à 650 000 tonnes pour un montant de 760 millions de dollars. Donc c'est un chiffre vraiment record qu'elle n'a jamais pu réaliser depuis sa création. Aussi, le secteur des pêches, il y a un autre domaine important, c'est la pêche continentale. Souvent, on a tendance à oublier le secteur de la pêche continentale. La Mauritanie a un potentiel très important qui peut aussi être l'objet d'un certain nombre de projets d'investissement. Nous partageons avec notre voisin, le Sénégal, une frontière de 800 km sur le fleuve Sénégal, qui peut aussi faire l'objet d'un certain nombre de projets de développement de pêche continentale et de pisciculture. Nous avons aussi à l'intérieur du pays un ensemble de mares plus ou moins pérennes et de plans d'eau sur lesquels on peut pratiquer de la pêche continentale, qui peut jouer un rôle important dans la création de l'emploi et des revenus et fixer aussi les populations dans leur terroir. C'est pour cela que nous avons créé, ou le gouvernement, sous des instructions du président de la République, nous avons mis en place une agence nationale de développement de la pêche continentale et de la pisciculture.
C'est là pour vous dire vraiment que le secteur des pêches est porteur de croissance et peut créer et générer beaucoup de richesses et d'emplois. Cela dit, je voudrais revenir sur l'objectif ou les sujets quand même pour lesquels je suis aujourd'hui. Nous avons actuellement avec un partenaire important qui est la KfW, qui est la coopération financière allemande, un projet quand même innovant. C'est-à-dire c'est la première fois que ce projet, à hauteur de 19 millions d'euros, que le ministère des Pêches va être en partenariat avec des banques commerciales. Donc, ça a été peut-être dans l'agriculture contractuelle, mais quand même dans le secteur de la pêche, c'est la première fois. Donc ce projet est composé de 3 volets. Donc, un volet financement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'octroyer, de donner des prêts à tous les maillons de la chaîne de valeur. Donc, depuis le navire, les pirogues, passant par les mareyeurs, les collecteurs, les distributeurs, les exportateurs, mais aussi les usiniers. Donc, toute la chaîne de valeur des petits pélagiques. Elle doit bénéficier d'un financement, mais à travers ces banques. Donc, nous avons 3 banques. C'est la GBM, la BA et la BNM. Donc, à l'occasion aussi, je remercie parce qu'ils ont travaillé avec nous, leurs équipes, à la conception. Et ce n'était pas facile parce qu'il s'agit vraiment, comme je disais tantôt, que c'est un projet innovant et c'est la première fois qu'ils s'engagent. Donc, vraiment, on les remercie leurs équipes. Et un volet formation. Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on va donner des projets à des mareyeurs, à des exportateurs, mais il faut les former, c'est la chaîne de valeur. Donc, il faut les former, c'est l'entrepreneuriat. Il faut former, c'est la gestion. Tout ça, c'est pour justement réussir ce projet. Mais la formation concerne aussi les banques. Même aussi, il y a des formations des banques, parce que c'est un premier projet, un nouveau produit pour ces banques. Donc, il faut vraiment les accompagner dans la mise en œuvre de ce produit, qui est ce nouveau projet. La formation concerne bien sûr leurs systèmes de gestion, d'audit, etc., mais aussi, surtout, c'est l'environnement social c'est l'environnement social, l'impact de l'environnement et social du projet. Et le troisième volet, c'est une assistance technique. Donc, il y a un bureau international allemand. Il y a un appel d'offres dans le cadre du projet et on a recruté un bureau international allemand qui est IPC, que je remercie aussi aujourd'hui. Et je remercie M. Idem, qui est expert en formation, qui est avec nous aujourd'hui. Il a tenu vraiment, quand il a vu le programme de la conférence et qu'il y a ce panel dédié un peu au financement, il a tenu, on a découvert ses préoccupations et ses préparations de ses vacances. Il a tenu à assister avec nous. Donc ce bureau va aider le ministère à mettre en place ce projet. Donc, je pense que c'est un projet qui est très important et innovant et on espère qu'il va réussir pour 2 raisons. La première raison, que si on arrive à le réussir, la banque elle-même, elle est prête à augmenter les financements. Donc on a dit que c'est 19 millions d'euros, dont 12 sont dédiés à cette ligne de crédit, mais parce que c'est une expérience pilote. Si on arrive à la réussir, elle va augmenter et va aussi élargir aux autres banques. Actuellement, on a un partenaire avec 3 banques, mais si on augmente un peu, on voit que c'est une expérience réussie. Pourquoi pas intégrer d'autres banques. Mais l'autre chose aussi importante, c'est que ça va servir pour les autres bailleurs de fonds. Parce que comme vous savez, le secteur de la pêche, le goulot vraiment d'étranglement, c'est un problème de financement. Donc, dans le passé, il y a eu beaucoup de financement, mais peut-être que ça n'a pas vraiment réussi. Il y a eu les crédits maritimes, il y a eu beaucoup de FIDO, beaucoup de lignes. Certains, mon collègue de la BA aussi a évoqué celui du FADES, mais ça n'a pas donné vraiment les résultats escomptés. Et on espère avec cette expérience qu'on va essayer quand même de réussir et d'arriver à développer cette chaîne de valeur de petits pélagiques. Je disais tantôt que nous avons 1 800 000 tonnes de permissibles, mais quand on sait que 1 300 000 environ, ce sont des petits pélagiques. C'est ça notre richesse. Et actuellement, 60 à 70% de cette production
sont plus ou moins orientés vers la farine. Peut-être on n'a fait pas un certain moment le choix. Mais si on arrive à développer cette chaîne de valeur de cette filière, à créer des industries de transformation, des industries de conserverie, et limiter cette orientation, ou ce qu'on dit, cette transition vers moins de farine, c'est ça, c'est qui va créer un peu de la richesse, créer de l'emploi, et il va essayer d'intégrer réellement le secteur de la pêche dans l'économie nationale. Je pense que ça, c'est en quelques mots ce que je voulais vous exposer, et je suis à votre disposition. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues, et je vous remercie de votre attention. Monsieur l'invité spécial pour ces éclairages, et nous avons vu donc les potentialités du secteur des pêches, et j'espère que les organisateurs de ce forum vont se doter pour leur plaidoyer pour la mobilisation des financements, de se doter des éléments ayant limité jusqu'à présent les performances d'un ministère qui possède autant de potentialités. Donc nous sommes ouverts aux questions sur les interventions des invités. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي شيخنا وجopère dans ce secteur de pêche depuis 2003. Et il y a une dynamique qui me préoccupe vraiment depuis longtemps, que je devrais voir avec les tenants, sinon les représentants des banques. C'est la relation entre les exportateurs et les banques. Cette dynamique, elle a trois aspects qui préoccupent d'ailleurs tout le monde, que ce soit les tenants des chaînes de valeur ou les exportateurs ordinaires. C'est un peu cette relation, elle est toujours, elle ne passe pas très bien entre les banques et l'exportateur ordinaire que je suis d'ailleurs. Moi, j'ai tout le temps de problèmes. J'ai des clients en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, que j'arrive à rencontrer dans les seafood internationaux ailleurs, en Belgique ou ailleurs. Je tombe sur des gros acheteurs de poissons qui me disent, bon, écoute, toi, tu es capable de nous faire tant de conteneurs ou tant de tonnes par mois ou de telle espèce de poisson. Je dis oui. Bon, alors dans ce cas, on va t'ouvrir une lettre de crédit dans telle banque. Tout d'abord, la banque, elle est un peu... pour trouver le correspondant de la banque locale, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, moi, j'ai dit, bon, écoutez, il faut attendre que je vois tout d'abord avec mon banquier. Moi, je viens chez mon banquier, je lui pose le problème, il me dit, bon, moi, je lui dis, écoute, moi, j'ai une lettre de crédit, je te demande de m'accompagner pour la réaliser. Moi, j'ai pas d'argent, ou au moins, j'ai pas assez d'argent pour compléter la lettre de crédit. Moi, j'ai dit, la banque, tu dois m'accompagner, tu dois tout d'abord voir l'aspect bénéfique pour toi et pour moi d'ailleurs, me protéger à la fois. Il ne s'agit pas seulement de donner... moi, je viens dans une banque, je demande 100 000 ouguiyas ou 1 million d'ouguiyas ou 10 millions d'ouguiyas. La banque dit, oui, mais là, tu dois nous apporter une garantie. Moi, j'ai pas de garantie. Moi, j'ai mon matériel avec lequel je travaille. Moi, j'ai mes frigos ou ma chaîne. Moi, j'ai pas de garantie. Moi, j'ai dit, écoutez, mon client, il est solvable. Il m'a ouvert la lettre de crédit. À vous de voir avec la banque intermédiaire. À vous de voir avec votre partenaire extérieur, la banque que vous avez, votre correspondant. Moi, j'ai dit, le banquier me dit, non, mais moi, je ne peux pas te préfinancer, je ne peux pas t'accompagner. Je lui dis tout le temps, accompagne-moi avec au moins tes conseils. Il faut te faire protéger toi. Moi, je demande 10 millions d'ouguiyas. Il faut savoir sur quel aspect tu peux m'accompagner et comment tu pourras m'accompagner. Pour tout d'abord te protéger toi, tu te permets de te faire payer toi-même et me protéger moi encore pour avoir un peu d'argent pour me faire fonctionner après. C'est un problème, c'est une dynamique qui nous préoccupe vraiment. Il y a deux choses. Soit vous avez assez d'argent, vous êtes riche, c'est bon, vous avez vos affaires, vous pouvez intervenir sur vos propres fonds, il n'y a aucun problème. Soit vous êtes comme nous, des exportateurs ordinaires, vous avez les problèmes du monde, vous ne pouvez pas réaliser une lettre de crédit ailleurs.
Est-ce que vous avez compris? Là, je parle, c'est dynamique que je voulais bien voir avec les... Malheureusement, le banquier avec lequel je travaille n'est pas là. Ben, mais ça n'empêche pas d'ailleurs que je peux travailler chez vous d'ailleurs, ou les autres. Mais non, mais là, vous savez, il ne s'agit pas seulement quand un client arrive dans une banque, on lui accorde un crédit. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir accompagner le demandeur d'argent. Il faut lui donner des conseils. Il faut lui dire non, sur cet aspect, on ne peut pas intervenir parce que tu auras des problèmes ici. Donc on nous demande de nous protéger nous-mêmes. Il faut protéger la banque et protéger à la fois le demandeur. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdallah Oul Mohamed Lamine. Je suis le président de la Fédération nationale de pêche artisanale et industrielle. Je demande des sociétés qui traitent les poissons, qui vendent la glace. La fois passée, la glace a été vendue à 5 000 ouguiya. Comment un piroguier qui peut acheter de la glace à 5 000 ouguiya? Pour le service d'hygiène, c'est très important, puisque le poisson, s'il n'est pas traité, donc c'est foutu. Le produit doit être traité. Et les marières, encore, ils ont beaucoup de problèmes là-bas. Beaucoup de problèmes. Je parle à monsieur le président de la fédération. Merci. Assalamu alaikum tout le monde. C'est Idrissa Gandega, chantier naval de Mauritanie. Moi, je voudrais surtout, je crois que le secteur de la pêche, enfin, l'importance du secteur de la pêche n'est plus à démontrer aujourd'hui. Mais moi, ce que je constate, tantôt, monsieur le ministre l'a dit, vous avez dit qu'il y a 25% de la production de poissons. La Mauritanie participe à hauteur de 25% de la production de poissons en Afrique. Et quand vous regardez aussi le Mauritanien lambda, toutes ces richesses, toutes ces potentialités qu'a le pays, vous avez l'impression que c'est un mirage. Parce que vous avez une catégorie de Mauritaniens qui sont là, qui ne participent pas ou qui ne bénéficient pas de toutes ces richesses qu'on a. Et pourtant, les potentiels sont là, minières ou dans le poisson. Alors, quelles sont... quelle lecture vous avez de cet aspect des choses? L'autre problème aujourd'hui, il y a une très forte pression sur une catégorie de poissons. Quand on regarde aujourd'hui, le poulpe, il est fortement exploité. Je dirais même qu'il est surexploité. Et tout le monde veut faire le poulpe. Alors que vous avez dit, il y a d'autres types de pêcheries. Est-ce que les programmes ne sont pas adaptés? Ou est-ce qu'il n'y a pas en tout cas d'opérateurs? Ou est-ce qu'il y a... ou les banques ne suivent pas pour financer ces autres types de pêcheries? Et quand vous regardez, vous avez tantôt parlé de l'eau et de l'électricité à Nouadhibou. Aujourd'hui, en 2023, à Nouadhibou, je vous dis qu'on a du mal à avoir de l'eau. Des fois, on peut rester des semaines sans avoir de l'eau. Des fois, c'est des délestages. Alors que c'est des prérequis qu'il faut. Par exemple, la zone franche, s'il n'y a pas d'investisseurs, si tous ces prérequis ne sont pas mis en place, il serait très difficile qu'un investisseur vienne investir au niveau du secteur de la pêche. Parce que, et l'autre problème également, quand vous regardez certaines sociétés au niveau de Nouakchott, notamment vous avez des sociétés chinoises, des sociétés turques, certaines sociétés ont même des quais privés, c'est-à-dire qu'ils surexploitent nos ressources et des fois on n'a même pas, il n'y a pas de visibilité. C'est comme s'ils viennent, ils achètent la mer et ils font ce qu'ils veulent sans contrôle, sans rien. Est-ce qu'il y a des politiques ou qu'est-ce que vous pensez de tous ces facteurs-là qui entravent et dont certains Mauritaniens en souffrent et ils n'ont pas accès à cette ressource? Ok, merci. Bonjour tout le monde, Yacouba Diakité Kaba, un jeune entrepreneur. Je veux poser deux questions. La première à monsieur le directeur de la programmation du ministère par rapport à... Est-ce qu'il existe une stratégie permettant à des jeunes entrepreneurs mauritaniens souhaitant s'investir dans le domaine de la pêche? Et ensuite, à monsieur l'ADG de la BEA, je rebondis un peu sur ce même problématique qui a été évoquée par le premier intervenant sur la lettre de crédit et éventuellement sur l'accompagnement que vous mettez en place pour les PME. Nous, on a eu ce même problème-là.
on a été en contact avec des acheteurs qui étaient prêts à s'engager, à prendre une quantité auprès de nous ici en Mauritanie. Mais avec ces problématiques de l'aide de crédit, face à cela, notre banquier, on a été confronté à ces mêmes problèmes. Donc, qu'est-ce que la BEA, puisque vous nous encouragez à venir vers la BEA, qu'est-ce que la BEA met en place concrètement pour pallier un petit peu à ces problématiques-là? Merci. Bonjour, je vous remercie de vos différentes interventions. Moi, j'aimerais te poser des questions ou bien une contribution sur comment nous devons retenir, c'est-à-dire nos captures. Comme nous n'avons pas de moyens de pêche, surtout au niveau de la pêche industrielle, nous n'avons pas de moyens de pêche et tout, en général, 60% ou plus de 60% de ce qui a été pêché ici en Mauritanie, c'est réexporté vers l'Espagne ou bien des pays africains directement par les bateaux. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les accords de pêche pour qu'on puisse au moins retenir le poisson localement, pour qu'on crée des chaînes de valeur, ces partenaires étrangers qu'ils essayent d'établir leurs usines, surtout à Nouadhibou ou bien à Nouakchott, pour qu'on puisse au moins localement bénéficier de ce précieux poisson. Comme monsieur l'a dit, on n'arrive pas à avoir du poisson, alors qu'il y a beaucoup de poissons. Et même la pêche artisanale en souffre actuellement. On n'est pas compétitif. Si aujourd'hui, j'étais acteur, à un certain moment, j'ai abandonné parce que on n'est plus, avec la pêche artisanale, on n'est plus compétitif. On ne peut plus vendre à Abidjan, on ne peut plus vendre. Parce que le coût des facteurs coûte trop cher. Donc, essayons de voir, on a un avantage comparatif très important dans ce domaine-là. Mais il faut qu'on retienne le poisson, qu'on le transforme. Il y a un grand paradoxe. Nous importons du thon et tout le thon est exporté. Donc, je vous remercie. Salam alaikum. أنا اسمي عزة السلا الأمينة العامة لمجلس موريتاني لسيدات الأعمال. نختار نسوي لكم كان بالنسبة لنا احنا العليات الداخلين مجال التصنيع في الصيد جداد فيه. نعرف كان فهم التمييز بخصوص القروض، خصوصا على ان البنوك دائما يطرحوا لي جارانتي مثلا كعائق العليات. دائما العليات عندما يتوفروا عليها يسلم لي جارانتي كانوا يقدروا يقبضوا قروض. ومن دراية كان وزارة الصيد مخصصة شيء للانتربرينوريا فيمينين في أخبار القروض وفي أخبار تمييز إيجابي بالنسبة للعليات وتوب من ناحية التمويلات. شكرا. Je passe la parole à Monsieur le Président de la Fédération nationale des pêches. Le premier intervenant a dit que s'étonne que nous produisions 25% de la production de mer du continent africain et que nous n'avons pas de poissons chez nous. Quel est l'impact? Bon, j'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas une nation maritime. Nous sommes un pays côtier. Nous avons 720 km de côte, mais nous ne sommes pas une nation maritime. C'est-à-dire que la consommation du poisson n'est pas dans nos habitudes alimentaires, n'est pas dans notre patrimoine civilisationnel, pour l'essentiel. C'est vrai qu'il y a des populations qui ont l'habitude de consommer le poisson, mais l'essentiel des Mauritaniens, le patrimoine civilisationnel, c'est que nous sommes des pasteurs nomades ou des agriculteurs sédentaires, mais nous ne sommes pas des pêcheurs. Et c'est pourquoi la Mauritanie est venue très tard à la pêche. Figurez-vous qu'en 1960, à l'indépendance de la Mauritanie, nous n'avions pas de code de pêche, ni de la marine marchande. Le premier code de la marine marchande a été promulgué en 1963, c'est-à-dire 3 ans après l'indépendance. Et il fixait les eaux territoriales à 3 miles seulement de la côte. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons une zone économique exclusive de 200 000 marins. Nous faisons de l'apprentissage du poisson, de la pêche, y compris de la consommation du poisson. Nous avons l'une des consommations de poisson les plus faibles du monde.
la consommation per capita de poissons en Mauritanie, c'est 12 kg par tête d'habitant et par an. C'est l'une des plus faibles du monde. Comparé au Japon où c'est 80 kg par tête d'habitant par an, ou à l'Espagne c'est 47 kg par tête d'habitant, nous on est à 12 kg. Et un autre handicap, c'est l'étendue du territoire et le déficit de la chaîne de froid. Donc il y a des zones où le poisson, je ne dis pas n'arrivera jamais, mais en tout cas arrive très difficilement et il arrive dans de mauvaises conditions de conservation. Mais tout ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que notre consommation par tête d'habitant est faible, alors que notre potentiel de production est important. Le résultat, c'est que la pêche est un secteur d'exportation. C'est une bénédiction pour l'économie nationale, parce que c'est un secteur qui rapporte 30% des recettes en devises, donc c'est l'un des principaux piliers de la balance des paiements. C'est un secteur qui rapporte 16 à 20% des recettes budgétaires, et c'est un secteur qui emploie 12% de la population active. Donc même si nous ne mangeons pas beaucoup de poissons, nous en profitons énormément. Et parler en termes d'impact social, j'ai déjà dit qu'il emploie, on a dit qu'il emploie à peu près 200 000 personnes, c'est à peu près 12% de la population active du pays. Donc 12% des Mauritaniens à l'âge de travailler sont employés dans le secteur des pêches. C'est le premier pourvoyeur d'emploi du secteur entrepreneurial. C'est donc un impact social important. C'est un secteur à faible intensité capitalistique. Les banquiers savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la mise de fonds pour faire un investissement dans le secteur est très faible par rapport aux autres secteurs concurrents, notamment les mines. Par exemple, il faut des milliards pour exploiter une mine. En Mauritanie, il faut 2 ou 3 millions pour acheter une pirogue, 2 ou 3 millions de dollars pour acheter un bateau. Donc, faible intensité capitalistique, ça veut dire que c'est le secteur où les investissements sont à portée des investisseurs nationaux, à portée des petites et moyennes entreprises, et à portée de l'investisseur moyen. Mais surtout, c'est un secteur qui a une très forte densité d'emploi, donc c'est l'un des plus importants vecteurs de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. C'est ça son impact social le plus important. Et, malgré tout, nous mangeons du poisson et cela contribue à la sécurité alimentaire. Deuxième, il y a deux questions qui traitent la même chose. Un des intervenants qui a dit que bon, il y a des flottes étrangères qui viennent acheter la mer et partir, et puis celui qui a posé la question sur les accords de pêche. C'est la même question. Nous avons dit que nous avons des ressources, mais nous n'avons pas les moyens d'exploiter ces ressources. Alors, c'est très simple. Le poisson dans la mer, il ne sert à rien. Il n'est d'aucun apport pour l'économie nationale. Pour qu'il génère des apports à l'économie nationale, il faut qu'il soit produit, il faut qu'il soit extrait de la mer. Nous n'avons pas de moyens de capture nous-mêmes, et donc nous sommes obligés, pour valoriser nos ressources, à faire appel à des flottilles étrangères, sous forme de licence, sous forme d'accord de pêche, sous forme d'affrètement, etc. Ce n'est pas une malédiction. Les États-Unis d'Amérique vendent des licences. Le Canada vend des licences. Donc ce n'est pas une malédiction. Les objectifs de la politique de pêche, c'est de valoriser les ressources. C'est de tirer la rente économique du secteur. Par nos propres moyens, dans toute la mesure du possible, sinon par les moyens de partenariat, de licence, d'accords de pêche, etc. Donc, il ne faut pas dire qu'ils achètent la mer et ils partent, mais ils ont acheté la mer. Donc, le prix de leur accès à la ressource, ils l'ont payé sous forme de licence ou sous forme de vente d'affrètement. Et donc, l'État a pris sa part sous forme de prix de la licence. Et cette part, c'est l'État qui est l'émanation de la collectivité publique, qui est propriétaire de la ressource. Donc, le propriétaire de la ressource, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure forme d'exploitation. La meilleure forme de valorisation, c'est d'avoir nos propres moyens de capture, d'exploiter notre poisson, de les débarquer sur nos côtes, de les transformer dans nos usines. Mais j'ai dit que nous sommes arrivés à la mer seulement en 1960, même pas en 1960. Notre première politique de pêche, c'est le 19 octobre 1979, c'est-à-dire presque 20 ans après l'indépendance. Donc nous sommes encore tout nouveaux dans le secteur et nous devons baisser le cap de nos ambitions
faire tout ce qui est à notre pouvoir en attendant que nous ayons le pouvoir de faire plus. Les problèmes de compétitivité, je les ai posés. C'est un secteur d'exportation, c'est un secteur fortement concurrentiel. On opère sur des marchés fortement concurrentiels, donc il faut être compétitif. Et nous ne sommes pas compétitifs. D'abord parce que les facteurs de production coûtent très cher, notamment l'eau, l'électricité, l'assainissement, il n'y en a pas, les communications et tout. Mais surtout parce que le prélèvement aussi fiscal effectué par l'État est très lourd. Et c'est des problèmes que nous posons partout. Le gouvernement lui-même en est conscient, les partenaires au développement en sont conscients. C'est la réalité du pays. C'est notre pays, nous n'avons pas d'autres pays. La question du premier intervenant, si j'ai bien compris sa question, elle traite du refinancement des lettres de crédit. C'est-à-dire qu'un client, un opérateur, qui a un contrat d'achat de poissons avec une société mauritanienne et qui lui ouvre un crédit documentaire et qui veut que sa banque primaire refinance cette lettre de crédit pour pouvoir exporter. D'abord, je crois que vous savez très bien qu'en Mauritanie, il y a une structure qui a le monopole des exportations. C'est la SMCP. Donc, aucun opérateur ne peut exporter directement ou ne peut recevoir de lettres de crédit à son nom, ni de transfert à son nom. Tous les accréditifs liés aux exportations de poissons doivent obligatoirement être émis au nom de la SMCP. Donc, les crédits documentaires sont orientés à la SMCP. Les bénéficiaires, c'est la SMCP. Et la SMCP, bien sûr, est régie par des normes et qu'elle vend avec des crédits documentaires payables à vue. Donc, ce n'est pas elle, c'est le bénéficiaire du crédit qui doit demander son refinancement. Étant donné que l'opérateur n'est pas le bénéficiaire du crédit, la banque ne peut pas normalement le refinancer. Ça, je crois que c'est très clair. Je dirais ici que pour toutes les banques, ils ont des correspondants partout. La Mauritanie traite avec tous les continents, du Japon, en Asie, des États-Unis, de la Corée, bien sûr en Europe, et il n'y a pas un problème de correspondant pour les banques primaires. Mais le problème, c'est un problème du bénéficiaire de la lettre de crédit. En général, c'est la SMCP et la banque ne peut pas travailler sur un crédit qui est libéré à l'ordre de la SMCP pour refinancer un client X ou Y. Je vous remercie. Déjà, je vous retends la main que vous m'avez tendue, que vous nous avez tendue comme étant vous voulez travailler avec nous. On vous en remercie. Vous avez souligné tous les deux une problématique majeure du secteur, c'est-à-dire que vous avez assuré un acheteur. Cet acheteur a conclu un accord avec vous comme étant disant que si vous le livrez, il vous paye avec le mécanisme de la lettre de crédit. Donc, c'est quoi le risque ici pour la banque? Le risque pour la banque, c'est qu'elle vous finance, et c'est un risque qu'on a vu plusieurs fois. On vous finance, on vous donne l'argent de quoi acheter, mais vous n'achetez pas. C'est arrivé. Je ne parle pas de vous, je parle de quelques cas concrets. Là, c'est souvent le cas de gens qui sont dans une opération opportuniste unique. J'ai trouvé une LC, financez-moi, je prends l'argent, j'ai déjà 100% de bénéfices au lieu de chercher 5 ou 10% de bénéfices et je m'en vais. C'est là où je vous dis tout à l'heure qu'il y a un réel problème de communication et vous l'avez très bien souligné. Vous avez dit que vous avez besoin de conseils. Donc, notre rôle, banquier, c'est de se poser avec vous au moins 40 minutes, de bien écouter votre projet, de bien écouter votre... Le premier besoin que vous exprimez, c'est l'écoute. Donc, venez voir votre banquier, demandez-lui de vous écouter. Et quand il va vous écouter, c'est là où il va pouvoir prendre l'ensemble des éléments de votre demande et de son développement. Et c'est là qu'il va pouvoir statuer. Si vous me dites juste, moi j'ai une LC, je veux ça, c'est non, tout de suite. Alors que si vous me parlez de votre activité, la première des garanties, ce n'est pas la garantie foncière, détrompez-vous. La première des garanties, c'est l'activité en elle-même. Arrivez à parler à votre banquier de votre activité, de votre historique. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Vous me dites, par exemple, moi j'ai une exportation de $100 000. Je fais avec vous
je fais un chiffre d'affaires d'1 million. Que représente 100 000 d'1 million? Ce n'est rien du tout. Mais si vous me dites, voilà, je veux juste 100 000, mais je ne connais pas votre historique, je ne sais pas quelles sont vos capacités, je ne pourrai pas vous accompagner. Aucune banque, qu'elle soit mauritanienne ou internationale. Donc prenez le temps, et que votre banquier surtout prend le temps de vous écouter. Et rassurez-vous, monsieur, on a beaucoup de clients qu'on accompagne bien au-delà de la garantie, ou parfois même sans garantie, mais surtout grâce à son activité, grâce à son historique. Quelqu'un qui vient, par exemple, qui vous dit « moi, je veux augmenter mon chiffre d'affaires cette année de 10%. » C'est extrêmement raisonnable. Mais quelqu'un qui vous dit « moi, cette année, j'ai fait 10 millions d'ouguiya. Mais cette année, je vais faire 1 milliard. » Il faut être extrêmement convaincant pour convaincre vos banquiers que vous allez passer de 10 à 1 milliard. Communiquons et on va trouver une solution. Merci bien. Merci. Je voudrais juste peut-être revenir sur une ou deux questions. La première question, quelqu'un qui a posé le problème de la surexploitation du poulpe. Je dois lui rappeler effectivement qu'au niveau du ministère, nous avons constaté cette surexploitation, mais il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises, qui sont mises en œuvre. Premièrement, cette ressource qui est stratégique pour le département, pour le national, elle est exclusive, c'est-à-dire elle ne peut être pêchée que par les nationaux. Ça, c'est depuis quelques années. Deuxièmement, il y a un plan d'aménagement donc de cette pêcherie et actuellement, il y a un gel d'augmentation de l'effort. Donc, on est très conscient, comme vous l'avez bien souligné, que depuis il y a quelques années, c'était un peu l'arrière vers le poulpe parce que c'était plus vendu, c'était plus facile, etc. Mais quand même, avec ces mesures, il y a le stock qui est en train de s'améliorer. Et pour le moment, il est plus ou moins en bonne condition, bonne santé, comme on dit. Concernant la question, est-ce que le ministère a mis en place une stratégie pour encourager les jeunes à aller dans le secteur? Effectivement, il n'y a pas une stratégie proprement dite, mais il y a aussi des actions. Quand on regarde au niveau de la pêche continentale, il y a depuis quelques années, on forme les jeunes sur la pêche continentale, surtout à l'intérieur du pays. Comme je disais, que ça a été identifié comme un secteur qui peut lutter contre l'insécurité alimentaire, créer des revenus, créer des postes de travail, mais aussi fixer un peu les jeunes. Donc, on les forme, l'agence les forme et les équipe avec du matériel pour pêcher et pour monter des petites entreprises pour exportation et pour gérer un peu de revenus. Et aussi, il y a le centre de qualification et de formation au métier de la pêche qui essaye aussi d'encadrer les jeunes, de les former et pour les orienter un peu vers les activités du secteur. Mais ce projet innovant, et je ne vais pas finir de le répéter parce que vraiment c'est un projet important qui concerne le développement des chaînes de valeur et de l'emploi en Mauritanie dans le secteur. Il va encourager les jeunes pour monter des projets de développement de la chaîne de valeur dans tous ces maillons. Et le projet, il est là pour les aider, pour les former sur l'entrepreneuriat, pour les former sur l'hygiène, sur la transformation des produits. Et tout ça, vraiment, c'est pour encourager les jeunes. Et en même temps, j'ai rebondi sur la deuxième question posée par madame. Effectivement, que ce projet, il va encourager l'entrepreneuriat pour les jeunes et pour les femmes. C'est pour cela qu'on a choisi ces banques. Donc, elles ont soumissionné à un ami, donc un appel de manifestation d'intérêt où il y a un certain nombre de conditions et de critères d'éligibilité à ces financements. Donc, ce n'est pas quelque chose de classique, parce que nous, on sait que si quelqu'un il veut un financement auprès d'une banque, il n'a pas intérêt à passer par le ministère ou passer par qui que ce soit. Donc, il va... Pardon ? Il doit aller directement à la banque. Donc vraiment, c'est une ligne de crédit concessionnelle et on encourage tous les jeunes et tous les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs
de s'investir dans le secteur et on est là pour les aider. Donc je vous remercie. Donc, exceptionnellement, nous allons permettre à notre collègue de demander son éclaircissement. Alors, moi, je reviens un tout petit peu sur ce que j'avais dit. D'ailleurs, c'est pas pour revenir pour une polémique, non. C'est pour un peu éclaircir un tout petit peu ce que j'avais dit. C'est vrai, vous avez raison que les lettres de crédit doivent passer tout le temps par la SMCP. Mais il arrive des fois où le client ne veut pas passer par la SMCP ou par contrainte ou par... s'il y a quelqu'un de la SMCP. Et d'ailleurs, moi, j'avais tout le temps effectué des exportations sans passer par la SMCP, parce que le plus important pour la SMCP, c'est la retenue qu'ils vont retenir sur le montant de la lettre de crédit, ce qui revient à la SMCP. Donc, dans tous les coups, il y a des espèces, il y a les pélagiques qui n'est forcément pas passé, d'ailleurs, le ministère peut le dire, d'ailleurs. Il y a le pélagique, il y a des espèces qui ne sont pas nécessaires de les faire passer par la SMCP. Et surtout encore quand c'est pour faire une opération fluide d'exportation. L'essentiel est que l'exportation ne peut pas s'effectuer sans la SMCP. Sans la SMCP. Ça, c'est le plus important d'ailleurs, surtout. Donc, c'est déjà une garantie. Et d'ailleurs, ce que moi je demande, c'est que la banque accompagne le client. Moi, je n'ai pas besoin que vous me remettez de l'argent. Moi, je n'ai pas besoin. Mais là, je vous présente un vendeur. Je vous dis, prenez-moi cette espèce avec cette société, vous la payez directement. De toutes les façons, le poisson est déjà sous votre main, sous la main de la banque. Moi, je ne peux pas en disposer. Hein, c'est ça. Je vous remercie. Donc, je pense que c'est un problème qui n'est pas qui ne peut pas être résolu pour le forum. Donc, les parties concernées ont pris connaissance de la problématique. Moi, je remercie toute l'équipe pour ses interventions et pour ses réponses.